Et merci d'être fidèle donc à ce rendez-vous tous les vendredis qui met en présence trois regards confrontés sur l'actualité. Ce matin, c'est le rabbin Émile Ackerman qui est avec nous. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour. François Soulage, ancien président du Secours catholique. Bonjour François. Bonjour. Et Marie Darmagnac, journaliste. Bonjour Marie. Bonjour Louis. Il y a beaucoup de sujets sensibles, de quelques côtés qu'on se tourne d'ailleurs. L'IVG dans la Constitution, on est en plein dedans. Ça sera bien sûr lundi, ça passera devant le Congrès, mais ça a franchi l'obstacle du Sénat. Donc il y a quantité de choses à dire sur le sujet. On va voir comment vous l'abordez. L'Ukraine, 2 ans déjà, les troupes au sol. Emmanuel Macron a dit que ça n'était pas exclu, même s'il a été contredit sur ce sujet. On verra aussi ce que vous avez à dire. Israël-Gaza, 30 000 morts, l'histoire tragique de la distribution d'eau, vous avez vu ça, distribution qui a tourné au carnage. Cela aussi suscite beaucoup l'intérêt des médias. Ça fait partie des sujets donc, que nous avons sélectionnés ce matin. On verra s'il y en a d'autres que l'on peut traiter. On avait également retenu la volonté de Gérald Darmanin de procurer un statut aux imams. Ça, c'est une question aussi qui est dans l'air. On verra encore une fois si en 40 minutes, on peut parler de tout ça. On va commencer donc par l'IVG dans la Constitution. C'est donc lundi que le Congrès se réunit, à quelques jours de la journée de la femme qui a lieu le 8 mars. Alors, les évêques français ont fait part de leur tristesse après le vote des sénateurs en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. L'avortement, qui demeure une atteinte à la vie en son commencement, ne peut être vu sous le seul angle du droit des femmes. C'est la phrase à retenir de la conférence des évêques de France. François Soulage, ça vous convient ? Pas totalement. C'est-à-dire que, bien sûr, je ne suis pas du tout favorable à l'avortement, mais dans cette question, j'ai toujours l'opposition entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Au nom de l'éthique de conviction, il n'y a pas de problème, l'avortement est une atteinte à la vie, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Mais quand on regarde l'éthique de responsabilité, on s'aperçoit que dans la société française, il y a une demande très forte, et notamment des femmes, mais pas uniquement, sur le fait que ce droit à l'avortement puisse être respecté. Et c'est là qu'arrive l'inscription dans la Constitution. Quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis avec le retour de la Cour suprême, un certain nombre de responsables politiques donc le renversement de oui. Roe versus Wade. Oui, c'est ça, le renversement. Et donc maintenant, il faut que chacun des États se prononce. Donc en France, la question qui était posée est de savoir si ce droit, cette liberté, là encore il y a un problème entre droit et liberté d'ailleurs, parce que le premier texte de Philippe Bas parlait de liberté et non pas de droit. Pas de garantie, donc il y a une petite difficulté. Mais la question était de savoir si on pouvait y avoir un retour en arrière. Et moi je pense aujourd'hui que la société française est telle que, en termes d'éthique de responsabilité, je comprends que les responsables politiques aient voté ce texte-là. On peut le regretter, et moi à titre personnel je le regrette, parce que je crois effectivement que c'est une vraie atteinte à la vie. La question que je me pose, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce que je regrette, c'est que là-dessus, on se mobilise sur le droit à la vie, sur l'avortement, mais que sur beaucoup d'autres atteintes à la vie, eh bien, c'est le silence total de l'Église. Et ça, je ne peux pas l'accepter non plus. Voilà. Donc, c'est pour ça que ma position est forcément un peu réservée. L'Église a parlé assez fort ? Oui, l'Église a parlé assez fort. Elle a fait part de ses convictions. Et là-dessus, elle a complètement raison. Que les évêques parlent de leur tristesse, c'est logique. De là à pouvoir dire que c'est une mauvaise décision par rapport à l'évolution de la société française, je n'en suis pas certain. Émile Ackerman. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le judaïsme, la position sur l'avortement, quel que soit le courant, est quand même beaucoup plus, on va dire, laxe que la position catholique, en tout cas officielle affichée. Beaucoup plus souple ? Oui, beaucoup plus souple. C'est-à-dire que pour les juifs, un avortement n'est pas un meurtre. Le fœtus n'est pas une vie à part entière. Alors certes, il y a certaines restrictions, notamment du point de vue orthodoxe, mais ça reste que ce n'est pas une vie et que, en cas d'ailleurs d'urgence, quand il faut parler de sauver la femme ou l'enfant, on sauve systématiquement la femme au détriment du fœtus. Sur quoi se fonde cette appréciation ? Beaucoup de choses, les textes du Talmud en général, mais sur le fait qu'on différencie un potentiel de vie et une vie actualisée qu'il faut sauver absolument. À titre personnel, moi je comprends parfaitement, je me réjouis de ce vote. Parce que je pense effectivement que la société française aujourd'hui a un devoir de protéger les femmes, et quand on sait qu'encore aujourd'hui dans le monde on a à peu près 50 000 femmes par an qui meurent d'avortements clandestins, de manière juste utilitaire, on voit que dans les endroits où on interdit l'avortement, non seulement les chiffres de l'avortement ne baissent pas, mais il y a plus de femmes qui meurent, donc on ne gagne rien à interdire l'avortement juste de manière utilitaire, quand bien même on serait contre l'avortement à titre personnel.
mieux vaut protéger les femmes et faire en sorte que les personnes puissent être accompagnées et avoir au maximum le choix ou pas de garder un enfant et de développer les structures qui favoriseront ce choix. Au niveau du droit pur, effectivement, je me réjouis que ça a été voté. Mais vous pensez que la loi était en danger, en fait, je pense au point de devoir la sanctuariser? Je pense que la loi n'était pas en danger en France aujourd'hui, mais que ne pas la sanctuariser, c'était, comme on l'a vu aux États-Unis, la mettre potentiellement en danger. C'est-à-dire qu'il suffisait d'un changement de gouvernement pour que ce droit soit menacé. C'est ce que les associations féministes comme le planning familial disaient. Et donc c'est pour ça qu'elles voulaient sanctuariser ce droit au sein de la Constitution, non pas parce qu'il aurait été en danger là, maintenant, tout de suite, mais parce que ne pas le sanctuariser, c'était le mettre en potentiel danger dans le futur, surtout quand on voit la montée de l'extrême droite aujourd'hui. Marie d'Armagnac. Alors je vais être un petit peu à contre-courant par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Parlez bien fort, Marie. Oui. Alors j'avoue que j'étais quand même un peu surprise que on touche à la Constitution par rapport à une situation qui se passe quand même de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne crois pas une seconde que l'avortement soit en danger en France. Et j'en veux pour preuve les chiffres, puisqu'il y a 234 300 IVG en 2022, plus que les années précédentes. Et en même temps, on note quand même une baisse forte de la natalité. 678 000 naissances en 2023 contre 820 000 en 1982. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, j'avoue que je ne ferai pas cette distinction entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Je pense que il y a... À partir du moment où ce droit n'est effectivement pas en danger, on n'a pas à modifier la Constitution. La Constitution ne se touche que d'une main tremblante. Et on a donné par ce vote... c'est ce qu'a dit Stéphane Ravier d'ailleurs, et c'était assez intéressant parce que il a soulevé une question que peu ont soulevé, puisqu'il y a eu quand même des débats qui étaient très polarisés et assez binaires quand même sur le sujet. Il a dit qu'en fait, avec cette loi, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, on pourrait à ce moment-là toucher à élargir le droit à l'avortement en reculant les délais, etc. Et puis il y a la question extrêmement importante de la... Mais ça, on peut déjà le faire sans que ce soit dans la Constitution. Oui, mais là, ce sera, maintenant, si vous voulez, je pense qu'on donne encore plus, une force encore plus forte aux juges par rapport aux législateurs, et notamment aux juges constitutionnels, comme dans la vie civile, aux juges en général. Il a parlé de l'objection de conscience. Il y a quand même un abonnement qui a été porté par un sénateur LR, qui s'appelle Alain Milon, et qui voulait quand même un peu sanctuariser pour le coup cette liberté et ce droit à l'objection de conscience du personnel soignant, et cet amendement a été rejeté. Les votes ont été assez peu étonnants quand même. J'avoue avoir été surprise par le peu de sénateurs qui ont voté contre cette loi. Ils ont été 50. On peut saluer le seul à gauche, c'est Jean-Baptiste Lemoyne. Et puis il y a et on peut aussi s'étonner de ce que les 3 sénateurs du Rassemblement national aient voté pour l'inscription dans la Constitution, qui, je le répète, pour moi était inutile. Et en même temps, ils ont dit être parfaitement conscients que de la part d'Emmanuel Macron, ça avait tout l'air d'une arme de distraction massive, c'est-à-dire d'une loi un petit peu assez cyniquement d'ailleurs, faite à ce moment-là pour détourner l'attention de problèmes absolument gigantesques qui secouent la société française. Donc ils ont vu le piège et néanmoins ils y sont tombés. C'est-à-dire qu'ils auraient pu s'y opposer, estimez-vous? Ils auraient pu au moins s'abstenir pour montrer qu'ils n'étaient pas dupes de cette manœuvre. On a le sentiment que ça n'était pas finalement un enjeu pour les parlementaires, non? Ah, si, moi, un peu plus une formalité. Non, moi je pense pas. Je pense que c'est passé facilement. Oui, mais d'abord, on ne touche pas à la Constitution, vous avez raison, madame, de façon rapide. Donc, c'est quand même un long débat dans la société, et la question a mûri. Moi, je pense que, et comme l'a dit notre interlocuteur tout à l'heure, avec une société qui se polarise, et qui notamment tourne vers de l'extrême droite, c'est vrai que les députés du Rassemblement national ont voté. Mais le risque de voir des changements profonds, je crois que c'était important. Oui, mais justement, ça infirme précisément l'inscription dans la Constitution est aujourd'hui une garantie supplémentaire que ce droit ne sera pas remis en cause. C'est ça la question. Parce que derrière, après, la durée, tout ça, c'est de la loi, c'est pas la Constitution. La Constitution dit que c'est une liberté garantie. C'est les termes qui sont employés.
les modalités dans lesquelles l'avortement restera praticable, ça c'est du domaine de la loi, c'est pas du domaine de la Constitution. Et donc précisément comme c'est du domaine de la loi, si on n'a pas le fondement même dans la Constitution, ça peut être largement remis en cause. Là au moins, il y a le mot garantie, donc on ne pourra pas faire n'importe quoi. Et là les juges constitutionnels veilleront à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Le fait que ce soit... Alors, il n'y a pas de débat en soi, il n'y a pas de débat sur le fond du sujet. C'est-à-dire, on ne parle pas de l'avortement, de ce qu'est l'acte de l'avortement, Marie d'Armagnac. On parle uniquement de l'inscription dans la Constitution. On a l'impression que le débat, c'est vraiment... Mais c'est le sujet, peut-être. Hein, ce n'est pas un sujet politique, aujourd'hui, l'avortement. Il y a eu une... non, ça, s'il y a bien un grand tabou qui reste dans la politique française, c'est bien l'avortement. Mais il y a eu une espèce de confusion dans le débat. D'ailleurs, il y a un débat très tronqué, de mauvaise foi, malveillant, etc. Parce qu'il s'agissait de l'inscrire dans la Constitution et de ne pas remettre la pratique de l'IVG en cause. En revanche, le droit à la Constitution consacre une liberté et un droit, mais d'une façon assez hémiplégique, puisqu'on ne dit rien des droits et de l'enfant à naître et de la liberté qu'il aurait quand même de vivre. Et comment expliquer le fait qu'on ne puisse pas parler de ça? Non, pour moi, c'est évident, parce que ce n'est pas un sujet. L'enfant à naître n'est pas un enfant, c'est un fœtus, c'est un potentiel de vie. Certes, qui pour moi a un potentiel sacré, mais ça reste que la personne à protéger au maximum aujourd'hui. Le sujet pour lequel l'État est responsable de ses citoyens, quelqu'un qui est actuellement citoyen, ce n'est pas un potentiel en devenir, c'est les droits de la femme. Et à ce moment-là, moi, je voudrais réagir aussi sur le fait que c'est un tabou dans la société française. Je ne pense pas du tout que l'avortement soit tabou. Ou peut-être que c'est une question de génération aujourd'hui. Dans la politique française aujourd'hui, sur les acteurs politiques se saisissent justement de cette problématique à droite comme à gauche. On l'a vu donc avec CNews qui allait même très très loin jusqu'à en parler comme d'un meurtre. Une cause de mortalité. Comme une cause de mortalité. Donc des acteurs politiques et médiatiques en France ne font pas du tout de tabou à mes yeux de l'avortement. C'est un sujet qui est saisi, dont on parle très très régulièrement. Et les acteurs associatifs le disent très bien justement, parce que si c'était un tabou, ça n'existerait pas dans cette sphère médiatico-politique. Aujourd'hui, on en parle. La preuve que c'est un tabou, c'est justement l'affaire de CNews. C'est-à-dire que c'est une émission catholique, donc... Enfin voilà, elle se déroule comme telle, et il y a effectivement une différence anthropologique et philosophique majeure à considérer que une potentialité, ce qu'est un être en devenir et un être potentiel. Après, effectivement, il y a aussi cette différence anthropologique majeure de considérer que l'enfant qu'elle porte fait partie intégralement du corps de la mère, ou que c'est une réalité différente, ce qui est le cas, puisque cet être en devenir, quand il va naître, est une autre personne. Et ça, François Soulages, Émile Ackermann, ça c'est un sujet? L'avortement demeure un sujet. Moi, si vous voulez, je travaille beaucoup avec des personnes en grande précarité, et je peux vous dire que la question de l'accès à l'avortement pour des femmes qui n'ont absolument pas choisi d'être des femmes enceintes, est un vrai problème. Et moi, j'ai encore rencontré la semaine dernière, parce que je rencontre toutes les semaines, des femmes qui ont des jeunes enfants tout petits et qui disent, mais moi, j'aurais bien aimé avorter, mais mon mari n'a jamais voulu parce que j'ai pas trouvé la personne dans les délais, etc. Et donc, on a un vrai problème social. Mais on a aussi l'inverse, hein. Oui, les femmes qui avortent sous la contrainte, les violences conjugales, etc. Oui, mais il y a les deux, justement. Oui, mais je suis d'accord, il y a les deux. Mais la question de l'accès à la naissance est une vraie question, et je crois qu'il y a encore beaucoup de femmes qui aujourd'hui ont besoin que ce droit à l'avortement soit effectivement développé, parce que c'est aussi un instrument de liberté des femmes. Moi, je suis d'accord avec vous. Il y a un vrai problème. Pour moi, on voit des situations absolument aberrantes. Mais allez-y, Marie. Mais pour que la liberté soit réelle et complète, il aurait fallu développer des structures qui permettent d'accueillir la vie, qui permettent l'adoption. Quand on connaît le parcours du combattant, des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants pour pouvoir adopter, je veux dire, il y a des structures familiales, de secours, d'aide réelle, financière, qui auraient dû être mises en place et qui auraient l'avantage de combler beaucoup de gens et de ne pas porter atteinte à la vie. Et malheureusement, ça n'est pas le cas. Si vous voulez, moi je trouve que ce débat il est complètement hémiplégique, et du coup il est faussé.
Mais alors, vous avez raison, par exemple, le planning familial, que je connais bien, ils font au moins autant de travail pour accompagner des personnes qui veulent garder leur enfant, mais qui ont des difficultés, que d'accompagner à l'avortement. Sauf que toutes les subventions planning familial sont systématiquement diminuées. Mais la notion de détresse a été... le planning familial, mais il y en a d'autres. La notion de détresse a été supprimée, François Sounage. Oui. Donc ça fait que, en fait, les entretiens préalables qui pourraient dissuader la femme d'avorter sont généralement écourtés, non ? Non, mais ça dépend des endroits. Vous pensez, ça serait intéressant de voir. Il se trouve que ma sœur a travaillé au planning familial et travaille aujourd'hui à International Planned Parenthood. Comment donc, ça se passe Je connais assez bien le sujet grâce à elle aussi. A priori, donc le rôle du planning familial est effectivement d'accompagner les personnes dans leur choix. Et effectivement de rediriger celles qui veulent garder l'enfant et continuer la grossesse vers les structures. Pour moi, je vous rejoins totalement sur le deuxième plan, c'est-à-dire il faut développer ces structures d'accueil à la vie pour les personnes qui aimeraient garder, qui sont dans des détresses financières, mais qui idéalement aimeraient garder l'enfant. Je pense que les deux sont totalement compatibles à mes yeux, de garantir en même temps le droit à la liberté des femmes de pouvoir avorter, et de l'autre, de garantir la liberté des femmes de pouvoir garder leur enfant et d'être accompagnées jusqu'au bout. La question, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Émilie Ackerman, vous disiez pour le judaïsme, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un fœtus, on ne parle pas d'enfant, la question ne se pose même pas. Il semblerait que ce soit un peu différent quand même chez les catholiques. Alors, je ne sais pas comment c'est chez les musulmans d'ailleurs. Alors moi j'ai dit, effectivement j'ai pas dit que c'était un blanc-seing au niveau du judaïsme et qu'on pouvait avorter jusqu'à 9 mois de grossesse, c'est que la question est un peu plus souple que les catholiques. C'est-à-dire que à partir jusqu'à 40 jours, le judaïsme considère que c'est absolument rien. Et que ensuite, après 40 jours, il faut entre guillemets, une raison valable quand on se soumet à l'avis d'un rabbin pour pouvoir avorter. C'est juste que les raisons valables vont de une détresse effectivement physique, un danger physique, où là c'est évident qu'il n'y a pas de permission d'avorter chez les juifs, il y a une interdiction ou une obligation. C'est-à-dire, si ça met en danger la santé de la femme, alors il y a une obligation d'avorter, on ne peut pas décider de le garder. Et à l'inverse, si il y a vraiment zéro danger, alors auquel cas il y aurait une interdiction. Et les rabbins, eux, aujourd'hui, le débat se situe sur comment définir, un peu comme la politique française aujourd'hui, comment définir la détresse psychologique qui rendrait l'avortement obligatoire pour les femmes. Et côté musulman, ça se passe comment ? Vous le savez ou pas ? Pas du tout, malheureusement. Il n'y a pas de discussion interreligieuse sur le sujet. Côté catholique, il semblerait quand même, François Soulage et Marie Darmaniac, que la question soit plus aiguë et elle fait l'objet d'un travail de conscience, en tout cas plus intense, apparemment. Oui, ne serait-ce que par les derniers papes qui se sont succédés, à commencer par Jean-Paul II, puis Benoît XVI. Mais même le pape François. Le pape François a des mots extrêmement clairs. Direct. En fait, clair, on n'atteinte pas à la vie à partir de son commencement, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la mort naturelle. Effectivement, ce problème de l'avortement qu'on évoque ici touche le problème de la vie, et ensuite on va parler de l'euthanasie sûrement dans les mois à venir. On voit d'ailleurs, par ailleurs, j'ai juste deux choses à dire. On voit que Emmanuel Macron fait un peu du Hollande. On est passé de Jupiter et la Startup Nation à une posture tristement hollandienne, qui est de se concentrer sur le sociétal comme une espèce d'écran de fumée pour masquer les problèmes qui sont absolument gigantesques dans la société française. Je voulais aussi revenir sur ce qu'a dit Monseigneur de Germel, l'archevêque de Lyon. Il a dit quelque chose alors lui, pour le coup, il voulait vraiment élever le débat. Il disait que c'est la consécration d'un droit, mais d'un droit individuel dans la Constitution. Et l'individu, à ce moment-là, n'est plus considéré dans la société dans laquelle il s'insère. Et qu'il y aura des conséquences sur le plan social, en termes justement de polarisation et de vivre ensemble, pour le coup, avec cette constitutionnalisation, excusez-moi, de l'avortement. Donc, il disait quelque chose de très intéressant, et puis il poussait la réflexion un peu plus loin en disant, mais à ce moment-là, à propos de droits, ce sont des droits qui s'entrechoquent. Où sera la liberté de conscience, notamment du personnel soignant ? Où sera la liberté d'expression ? Et on a vu que sur CNews, elle a été fortement battue en brèche, en tout cas dans les réactions que ça a suscité, y compris au sein de la chaîne. Donc j'avoue que moi je vous invite à lire la réaction de Monseigneur de Germay, qui est très intéressante, parce qu'il pose la question en termes de vie en société dans son ensemble. Donc ça va déteindre sur la vie en société pour lui. François Soulage, justement. Oui, moi je continue à être totalement opposé à l'avortement à titre personnel, je l'ai dit tout à l'heure, et là-dessus, l'atteinte à la vie, contrairement à notre ami juif, je crois qu'il y a là quelque chose
quelque chose de très profond. Ceci étant, et c'est pour ça que je faisais appel à l'éthique de responsabilité, je crois qu'on ne peut pas s'opposer au vote des représentants du peuple et à quelque chose qui est une demande de la société. Donc il est de notre devoir aujourd'hui de se battre pour le droit à la vie, mais de se battre pour le droit à la vie avec nos armes qui sont des armes éthiques, et ça c'est fondamental, mais de ne pas l'imposer à une société, ça me paraît aussi tout à fait fondamental. Reliez-vous le sujet, comme l'a suggéré Marie, à la question de la fin de vie qui va se poser? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. La question de la fin de vie se pose exactement de la même manière, et j'aurai la même réponse. Okay. C'est-à-dire que nous avons, nous, à nous battre sur des idées, mais nous ne pouvons pas dire que la société, tout d'un coup, dérive. La société, elle est ce qu'elle est. Elle se dérive par rapport à notre conviction, mais la société, elle évolue. Et je crois que le propre d'un responsable politique, c'est d'essayer de faire en sorte que cette société, elle ne dérive pas. Et donc, il faut forcément qu'il accompagne. Il ne peut pas faire autrement que d'accompagner une évolution de la société en mettant un certain nombre de barrières. Je me reconnais beaucoup dans votre analyse, dans une idée finalement libérale et démocratique de combat culturel et combat d'idées. Et je reconnais totalement le droit aux catholiques, justement, aux personnes qui estiment que c'est une atteinte à la vie, de se battre culturellement au niveau des idées, et de faire ces lobbies pour que justement il y ait un accompagnement à la vie au maximum. C'est tout à l'honneur des personnes de se battre justement au nom de leurs idéaux. Mais je suis pas très réceptif à votre idée d'écran de fumée qui me semble a été évoqué plusieurs fois par vous. Il y a une part de ça. Je pense qu'il y a une part de ça. Je suis pas très réceptif puisque je pense que c'est des sujets qui aujourd'hui tiennent à cœur aux Français. C'est des sujets dont on parle beaucoup, et en tout cas pour ma génération, je sais que c'est un enjeu majeur à côté des enjeux écologiques. On vous en parle beaucoup, Émile Ackerman. Ah oui, beaucoup. Et puis en tant que rabbin, déjà, je vois on vient vous voir pour ça. Des cas dans ma communauté, et juste en tant que jeune de génération des 96, dans ma génération, c'est un sujet énorme. Donc l'écran de fumée, dont d'ailleurs vous avez parlé d'autres enjeux majeurs, mais que vous n'avez pas évoqué, vous n'avez pas nommé. Mais c'est-à-dire, on va en parler après. C'est ça, mais il faut faire attention à pas tomber dans des élans presque complotistes d'écran de fumée qui masqueraient quelque chose. Je pense pas que ça masque quelque chose. Je pense que c'est un enjeu tout à fait majeur et qu'il est naturel de l'évoquer aujourd'hui. C'était une réponse à l'actualité américaine, en tout cas. C'était pas forcément inscrit dans la logique même du quinquennat. Mais nous sommes dans un monde, nous sommes dans une société totalement mondialisée où les choses qui arrivent du côté de l'Atlantique aujourd'hui peuvent arriver très très loin, aussi vite que les séries Netflix. Et donc, je pense que c'était pas du tout hors de propos. Marie Darmaniak, un dernier point juste avant les infos. Oui, absolument. À propos de ce que vous disiez sur l'évolution de la société et le rôle du politique qui doit suivre l'évolution de la société, moi je verrais ça plutôt comme quelqu'un qui doit avoir une vision pour le bien commun de la société. Et dans ce bien commun rentre évidemment la défense du plus faible, c'est-à-dire l'enfant dans le sein de sa mère, le vieillard, l'handicapé, etc. Et là, il y a un enjeu pour le bien commun, estimez-vous. Oui. Marie Darmaniak, Émile Ackerman, François Soulage. On va se quitter quelques instants pour les infos. C'est Simon Tatro qui va nous rejoindre dans quelques instants. Puis on parlera juste après de l'Ukraine. 2 ans après, Vladimir Poutine s'est exprimé, a parlé de menaces nucléaires réelles. Ce que vous en pensez. Et puis Israël, Gaza, c'est aussi l'un des sujets que nous avons indexé à ce grand débat. À tout de suite.